Vous écoutez Pierre Nantel. On vient ici en studio avec la présence de Gilles Proulx. Bonjour Gilles Proulx. Bonjour mon cher grand-Pierre. On était en train de parler pendant qu'on était hors d'onde de Joe Biden. Ça vous a beaucoup interpellé son discours parce qu'il y a des affaires qui auraient dû être dites qui ne l'ont pas été. Ben, ouais, j'ai trouvé ça bien. Il a fait un beau discours, il y avait un télésouffleur. Alors, il n'a pas bafouillé, il s'est pas trompé. Mais, il faut toujours ajouter des mais. Et moi, quand je vois cette pléthore d'animateurs experts que nous recevons aujourd'hui, puis l'expert là, puis à tous les réseaux, de parler, oui, c'est très digne, c'est un beau discours. C'est un beau discours. Écoutez, il vous a donné un tiers de ce qu'il aurait dû dire. C'est évident qu'il fallait rajouter des « mais ». Je n'ai pas réussi à fermer le mur vers le Mexique, ou du Mexique au Texas. Je n'ai pas réussi à amadouer Netanyahou. Oui. Ça, c'est un exemple. Combien de gifles en pleine figure avez-vous reçu, Monsieur le Président, quand j'avais envoyé votre secrétaire d'État, qui est un gars... Moi, je le trouve splendide. Lui, je le verrais président, ce gars-là qui parle français. Blinken. Anthony Magnifique. Blinken. Ouais. Et il a reçu combien de gifs en pleine figure par Netanyahou, un grand ami à vous. On n'en parle pas. Alors, puis moi, j'aurais donc voulu entendre M. Biden dire, moi, j'aurais voulu continuer. Mais faut que je reconnaisse que j'ai une situation, une condition physique. Là, on parle du on and off. Hein. C'est ça, ce qu'il a, c'est qu'il y a des moments d'absence auxquels on a beau cogner à la porte, il ne revient pas. Alors, ça aurait été bien qu'il l'évoque, non, quand même, parce que sinon, c'est comme une défaite. C'est la maladie qui l'a vaincu. Ça aurait été un aveu sur l'âgisme, et ça, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser auprès de certains gens, mais c'est vrai, il y a 81 ans, c'est pas un âge extrême, hein? Non. Est-ce que Churchill n'était pas revenu à 80 ans? De Gaulle a terminé à 80 ans? Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, moi, j'ai jamais trouvé que c'était la maladie, que c'était l'âge, pardon. C'est le fait qu'il a une condition qui ne serait pas arrivée s'il avait 20 ans, peut-être, mais à 80, cette notion-là, on a évoqué on-off. Il y a des neurologues qui ont dit qu'il y avait comme le symptôme du on-off, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'est plus là. Alors, j'aurais donc voulu l'entendre le dire. J'ai des évasions, j'ai des pertes de mémoire, j'ai des trous. Ça arrive, c'est normal. Ça m'arrive à moi-même. Moi, on me dit dynamique, moi. J'ai 84, mais j'ai quand même des trous. Ça m'arrive parfois. Ben oui. Mais c'est juste ça qui fait que les gens ont fait comme je suis pas sûr qu'il y a tout ce qu'il faut pour se rendre dans 4 ans, plus loin. C'était très légitime, mais il n'a pas évoqué. C'est clair que s'il était resté, probablement qu'il n'aurait pas pu terminer faire ses 4 ans. Ou il aurait fini vraiment là, dans la... Mais parce que Gilles Proulx, vous déstabilisez, mais vous venez de nous dire, vous avez quel âge? 84. Ben voyons donc. Vous avez 84 ans. Mon Dieu, vous avez mangé quoi dans la vie? On va prendre votre diète. Je travaille encore à la radio où on ne veut pas. Oui, c'est ça. Parce c'est la différence. Dans notre système radiophonique et télé, on le sait, les vieux, les têtes blanches, pas aux États-Unis, mais ici. Ici, vous êtes toujours bienvenus. Parce qu'on a des cégepiens derrière qui nous poussent dans le dos. Ils sont tellement intéressants, les cégepiens, avec leur nouvelle formule, leur nouvelle approche, leur nouvelle mentalité et leur culture historique qui est 0 plus 0 égale 0. Parce que pour faire de la radio, il faut avoir une culture historique. Moi, j'ai toujours dit, je disais aux jeunes, vous voulez faire de la radio un de ces jours, étudier en sciences politiques ou en histoire. C'est vrai. En sociaux, mais en histoire surtout. L'histoire revient toujours avec des personnages qui sont pas les mêmes, mais les problèmes sont toujours les mots. C'est vrai. C'est vrai que moi, je le reconnais même. Moi, je me sens très au courant de l'actualité, puis j'ai un sens politique. Mais l'histoire, je suis mal lettré en histoire. J'aimerais plus lire. Je le regrette, hein? Ben oui, je le regrette certainement. Ouais. J'ai même avancé souvent dans des contrées politiques, dans des théories, des concepts qui auraient été bonifiés dans mon articulation si j'en avais connu la vague de fond ou le terreau de naissance. À bien des égards. J'ai manqué des grands textes. Il n'est jamais trop tard pour te reprendre. Tu reprends l'histoire du Canada-Québec. D'ailleurs, à l'école, on a ramené l'histoire à la Confédération. La Confédération est la conséquence de 1837. On n'en parle pas. De 1791, le premier parlement qu'on va avoir, un parlement insignifiant. Ensuite de ça, le régime français. Vieux-Montréal, là. Comment? Le premier parlement insignifiant, il était ici dans le Vieux-Montréal, non?
C'est-tu de celui-là dont on parle? Non, il était à Québec. Ah, il était à Québec. Et celui de Montréal. Voyez-vous, là, j'expose mon... C'est celui du Bas-Canada qui était à la place Marguerite-Diouville. Exact. Qu'on a découvert d'ailleurs sous terre. Ouais. Et il avait été question à l'occasion du 350e de Montréal, 375, 325, je ne sais plus. 375, je pense. Que l'on fasse un musée souterrain. Ça aurait été une bonne idée, mais il y a toujours l'argent. Mais il y a quelque chose qui ressemble à ça à Pointe-à-Calière. Il y a un corridor avec, qui date du premier Parlement qui avait été brûlé à l'époque par des gens. Par les rednecks, par le Doric Club et la Gazette. Faut pas oublier que le journal La Gazette est un grand journal. Vois-tu, quand tu as l'histoire, tu dis ça, il est excessif, il est extrémiste, traiter la Gazette un journal incendiaire. Ouais. Mais la Gazette avait invité les rednecks à aller brûler le Parlement. Oui, à l'époque, Pourquoi? Parce que le gouverneur de Montréal avait fait un examen de conscience. Après la rébellion de 1837, il avait donné des compensations aux patriotes du Haut-Canada pour leur dire, après tout, vous vous êtes battus pour la démocratie. Alors là, les rednecks de Montréal disent, c'est normal, ils se battaient pour la démocratie. Alors on va donner des compensations aux familles des patriotes du Bas-Canada. On a brûlé leurs femmes, on a tué leur bétail et on les a dépouillés systématiquement. On va donner des compensations. Ça, c'était inadmissible. Et c'est là la Gazette va cultiver cette espèce de rébellion qui va faire qu'on va aller brûler le Parlement. C'est important de se rappeler de ça. Hein? D'ailleurs, on va s'éparpiller parce qu'on est trop spontané, mais j'ai le goût de vous parler du journal La Patrie, mais on en parlera une autre fois. Vous vouliez aussi me parler donc de Paris. Avec les Jeux olympiques. On ne voit que la prudence, la sécurité, puis c'est extraordinaire de voir comment Paris est blindé. Bon, les CRS, les militaires, la police nationale, emmenez-en, à part de ceux qui vont être déguisés en civil, en touristes, puis bon, Paris est prudente, mais c'est tout à fait normal. Écoute, le monde entier s'en va là, et s'il fallait qu'il y ait un dégât, il va peut-être en avoir, mais j'en doute beaucoup parce que le système est vraiment bon. Là, je lis les journaux, là, oui, mais il y a une fille qui s'est déjà faite violer. On s'arrête vraiment sur des virgules. Arrêtez-vous donc maintenant. Au-delà de ça, et demain, chers auditeurs, je vous invite à regarder l'inauguration. Les Français sont comme tous les autres, oui, mais avec une touche supplémentaire. Quand la France fait quelque chose, il y a toujours un plus. Et en regardant hier un long reportage sur les préparatifs, je m'aperçois qu'on va assister à quelque chose comme on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. On parle du plus beau spectacle au monde, là. Tu t'adresses au monde entier. Hein, tu as 1 milliard, peut-être plus de téléspectateurs. Et de voir... Mais je me vous arrête, ne serait-ce que par les paysages. On a vu des images, c'est déjà magnifique. Honnêtement, moi, j'ai jamais tant eu hâte à voir les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques. Exactement. L'utilisation de la scène, les spectacles, la Tour Eiffel là-dedans, l'église Notre-Dame. Plus, je remarquais que ces jeunes qui sont autour des tables articulées puis ont fait venir des experts de ci, de cela pour donner justement de la pétarade à l'événement, il y a un fort groupe de gens qui sont de la communauté gay. Et tant mieux. Parce que les gays, il faut leur donner ça, ils ont toujours un plus quant à l'imagination, que ce soit les costumes. Par exemple, on va peut-être... on l'a vu dans le village gay. Ça a longtemps été une destination touristique exaltante. On se rappellera, tu sais, des boulettes qui étaient accrochées d'un fil à l'autre. C'est magnifique. Là. C'est bien beau caricaturer les malmenés, mais voir aussi leur talent de sensiblerie. Bien sûr. Et sensibilité, j'imagine. Sensibilité, oui. Sensiblerie, c'est pour moi. Excuse-moi. Mais quand je parle, on va habiller peut-être Céline en Edith Piaf, avec un costume rose et noir, je me souviens bien. Oui. Ça te donne une idée, justement, Chanel, paraît-il, des références. Pardon? Je pense que c'était Chanel ou Dior, je pense qu'il l'habille, mais comme je m'y connais pas, je devrais pas en parler. À suivre. Absolument. Mais est-ce que c'est confirmé? Que Céline va chanter, la rumeur persiste beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça ne va pas chanter. Oui, effectivement. Puis quand on lui a demandé il y a 5-6 mois, puis elle a dit, c'était déjà préparé, elle a dit, écoutez, c'est dans 5-6 mois, là, quand même, vous y allez vite. C'est ma première sortie en talons, là, vous m'envoyez en France. Exactement. Mais effectivement, mais quand même, c'est bien géré, puis c'est bien correct. C'est tout un honneur, à côté de Lady Gaga, qui apparemment est amie avec elle, mais ça va donner, en tout cas...
une touche de réputation pour le Québec, de cette petite fille qui est partie d'un petit bled perdu au Québec pour monter au sommet, non seulement d'une montagne de dollars et de fortune, mais de succès dû à un grand talent. Et on en est très content. La petite fille de Charlemagne, où il y avait d'ailleurs une espèce de boule, c'était comme la planète, c'est une sculpture de métal avec le logo de Céline, c'est le fameux Céline et planète attachée. La dernière fois que je l'ai vu, il était en mauvais état. J'espère qu'il est en meilleur état aujourd'hui, parce qu'honnêtement, on parle beaucoup de Céline plus que jamais. Puis c'est vrai qu'on c'est une fierté nationale, mais c'est vrai que c'est aussi, pour elle, le retour bien calculé. Il y a des gens qui conseillent Céline ici, et de venir faire non pas une tournée ou s'installer pour 50 soirs à Las Vegas, mais faire une chanson qui va faire toute la différence dans des cérémonies des Jeux olympiques une fois aux 4 ans. Une très belle finale, peut-être. Tout à fait. Oh, ben là, j'espère bien que non, mais en tout cas, une belle ouverture. Je voulais te parler aussi d'un dénommé Netanyahou. Encore là, tu vois comment... Il t'a fait un petit discours hier, il n'y a pas de doute, c'est un gars fort, puis il est effronté, puis il envoie tout le monde sur le diable. On ne le punit pas. Bon, mais il a parlé des gens du Hamas qui sont des moins que rien, puis les Hamas sont des terroristes, puis ils méritent d'être exterminés. Il est fort sur le lance-flamme et son armée, la Tsahal, est une des meilleures au monde. Ah oui? Pourquoi? C'est une petite armée menacée. Il y a 2 armées, jusqu'à récemment, Pierre, il y avait 2 armées au monde dans les petites armées qui étaient les meilleures. Pourquoi? La Tsahal, l'armée israélienne menacée, et l'armée cubaine. Ah bon? Des petites armées. Vraiment? Aux aguets, quand les Américains avaient les yeux dessus, puis avec les fusils. Puis il fallait qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord, fait que les autres étaient très efficaces. C'est passé, ça, tout ça, ce temps-là. Mais les petites armées se doivent, parce qu'elles sont menacées, d'être les meilleures. Et l'armée israélienne, il faut leur donner ça. C'est une très bonne. Mais on n'a pas parlé des mais, puis Netanyahou n'a pas parlé. Puis je comprends pourquoi il y a eu 80 personnes du Parti démocrate qui ne sont pas allées assister, parce que c'est un manipulateur. Qu'est-ce qu'on fait des gifles que tu as donnés à Blinken? À Blinken, qui est allé là, ce pauvre gars, avec sincérité, qui se fait virer de bord, puis il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu fais des coups de téléphone du président américain et il ne se passe rien? Mais et tu viens encore demander aux Américains... Qu'est-ce que tu fais également de tous ceux que tu as méprisés quand tu as bombardé des hôpitaux, des écoles, etc. Il faut éradiquer le péché, puis le cancer avec le cobalt, mais le cobalt atteint aussi nombre d'innocents. Et c'est bien beau de dire on va les écraser après quoi. Mais après quoi, il n'a jamais parlé et il n'y a personne qui a pensé, dans les grands analystes après cette cérémonie-là, tu n'as pas parlé une fois de la Palestine qui mériterait, géographiquement parlant, d'un territoire. Ben oui. On n'en parle pas, puis on ne veut pas en parler. Fait que tu vois donc l'objectif destructeur de ce gars-là. Et il ne veut pas d'une commission d'enquête. Imagine. C'est pour ça qu'il retarde. Il prolonge la guerre. Pourquoi? Parce qu'il sait que si la commission a lieu, il va être obligé d'aller déposer. Et là, il risque d'être accusé. Gilles, c'est un point de vue tellement intéressant sur des images qu'on a vues hier, mais votre éclairage historique en amène beaucoup. Et entre autres aussi parce que vous en avez vu des pays. Et aujourd'hui, parce que c'est l'été, c'est notre tradition. Avec Gilles Proulx, on tient à parler de certains pays que vous avez visités. Ben, on n'a pas tant le temps que ça, mais c'est important parce qu'on s'en est parlé un tout petit peu la semaine passée. Vous vouliez me parler du pays des hommes bleus. Ça m'a beaucoup intrigué. Les hommes bleus, c'est fantastique. Ces gaillards qui sont grands, costauds, habillés, emmitouflés dans le bleu et le blanc avec des lunettes de soleil. Pour la plupart qui parlent le tamarachek, qui sont des Arabes, parlent le français parce qu'on est dans le Maghreb. Ils partent de la Mauritanie, ils touchent au Maroc, ils traversent du Maroc à l'Algérie à la Tunisie, ils vont jusqu'en Égypte, ils font de la Ce sont des nomades. Ils n'ont pas de pays d'origine officielle. Pas de frontières. Et évidemment... ils sont à Tamaracet, en Algérie, qui est leur métropole. Ils sont 5 à 6 000 là. Okay. J'ai eu l'occasion d'aller séjourner là. J'ai fait 10 jours à dos de dromadaire avec eux autres. Et j'ai même assisté à un Noël, une pleine nuit. Puis c'est incroyable. Ils parlent français. Parce qu'ils ont été colonisés par la France. Il y a ça de bon. C'était leur langue internationale. Ailleurs, c'est l'anglais. Exactement. Et ces costauds-là qui font peur, ce sont des gens du désert qui connaissent sans boussole l'orientation à prendre par le jeu des étoiles.
et qui vont te dire qu'un désert, ce n'est pas une nappe morte, mais c'est un lieu d'agitation. Et quand tu te lèves la nuit, j'ai couché sous la tente avec eux autres, j'ai mangé du mouton. Je n'ai-tu mangé du mouton? On mange du mouton, puis ce soir, demain, on va manger du mouton. Mais quand même, de voir comment la nuit, en te levant, l'agitation qu'il peut y avoir autour d'un petit feu qui n'est pas tout à fait mort. Tu vois des paires de yeux, ce sont des renards, des fennecs. Des déserts, les renards. Fennec, qui est le nom d'un avion de chasse français, si je me trompe pas. Et tu peux voir des coyotes, évidemment. Et puis, la nuit, de voir la voûte céleste, de voir le ciel qui t'écrase avec cette luminosité, ça t'interpelle sur ta place dans l'univers. Bravo, Gilles. Quelle illustration enlevante et importante. En terminant, est-ce que les hommes bleus sont toujours présents? Sont-ils toujours cette quantité de 5-6 000 personnes qui sont nomades encore aujourd'hui? Puis ils font le trajet. Tu les vois à distance parfois, là, tu les vois une caravane, ces gars à dos de dromadaire avec une tache bleue et blanche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle bleus? Ils se mettent un indigo dans le visage pour pousser les moustiques et le soleil et les mains. Et à force d'en appliquer, ils deviennent foncièrement bleus, sont habillés de bleu. Et de voir ces caravanes qui défilent tranquillement au loin, t'assistes à une scène millénaire. Biblique, carrément, absolument. Avec des moutons qui traînent derrière, ou un cheptel qui vont aller vendre en Égypte. Le cheptel a grandi, il est rendu en Égypte. En Égypte, il en achète un autre. Il recommence. C'est hors du temps, ce que vous nous décrivez. Sauf chez Kadhafi, où lui, il a instruit son peuple. Kadhafi, il faut lui donner quelques mérites quand il y en a. Oui, parce que c'est quand même le peuple où il y a le plus de femmes dans les universités chez Kadhafi. J'ai séjourné chez Kadhafi aussi dans le désert. Il y a moins d'hommes bleus là. Bon. Pourquoi? Ils ont des 4x4, le niveau de vie. Alors, vois-tu comment la matérialisation peut détruire petit à petit patrimoine. Des cultures. Absolument. Ben, ce qui me fait plaisir actuellement, c'est de penser qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui vont prendre un engin de recherche pour ne pas le nommer, puis ils vont faire homme bleu, puis ils vont voyager un peu en mangeant leur sandwich à midi moins 10. La semaine passée, j'ai parlé de Valérie Lalicaneux, j'en parle ce matin dans le Journal de Montréal. J'ai reçu 51 000 visites. C'est beaucoup de monde, ça. Faut croire que vous interpellez les gens. Merci beaucoup, Gilles. À la semaine prochaine. Plaisir à toi. Salut, au revoir. Au revoir.